Comment l'Ukraine fait-elle face à une agression armée russe sans avoir la meilleure armée du monde, ni la puissance économique et politique? Où l'Ukraine puise-t-elle ses ressources pour se défendre? Comment tirer sa plus grande force de ses faiblesses? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Anne-Colin Lebedev, chercheuse, maître de conférence à l'université Paris-Nanterre. Anna vient de publier son nouveau ouvrage intitulé « L'Ukraine, la force de faible ». Bonjour Anna, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien pour le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Merci à toi Tatiana. On te connaît comme chercheuse, comme maître de conférence à l'université de Nanterre. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Kiev, près de la place Maïdan, littéralement dans les locaux de l'Ukraine Crisis Media Center. Et nous allons parler aujourd'hui de ton livre, ton nouveau livre qui s'intitule « La force de faible » qui est sorti dans la maison d'édition Le Seuil. Alors c'est un livre d'une sociologue qui essaie d'expliquer à l'audience, au public français, pourquoi est-ce que l'Ukraine avait tenu ce grand coup de la grande invasion russe. Alors, la première question, qu'est-ce que ça veut dire déjà la force de faible ? La force des faibles, c'est le point de départ en fait de ce petit livre qui est assez court et qui pose plus de questions qu'il ne donne de réponses. Le point de départ, c'est un étonnement, je pense, un étonnement qui revient de manière assez récurrente en fait vis-à-vis de l'Ukraine depuis 2022 bien évidemment, mais aussi depuis 2014. Comment ça se fait qu'en dépit de toutes les prévisions, l'Ukraine tienne? Et par exemple, le dernier épisode de cela, c'est Donald Trump, vous vous rappelez, dans cette altercation au sein du bureau ovale, qui dit à Volodymyr Zelensky « You don't have the cards ». Vous n'avez pas les cartes en main. Et en fait, à ce moment-là, je dirais, moi, j'écoute ça et ma première réaction est de me dire, bien évidemment que l'Ukraine n'a pas les cartes en main. Elle ne les a jamais eues et pourtant elle tient. Et pourtant, elle tient en dépit de beaucoup de fragilités que les uns et les autres se sont attachés à décrire, parfois à des fins de propagande, parfois à des fins de compréhension. Une armée qui n'était pas puissante, un État qui était fragile et malmené à la fois par des changements de pouvoir et par son évolution au cours des années post-soviétiques, une économie qui avait pas mal de fragilités et même en fait une société on a souvent décrit comme désorganisée. Donc en fait, plein de faiblesses. Et en fait, ce que j'essaie de montrer dans ce livre, j'essaie d'impulser un changement de regard et de montrer à partir de mes enquêtes en quoi en réalité ces faiblesses ont été le ciment et les racines d'une force de la société ukrainienne. C'est parce qu'il y avait plein de choses qui manquaient que les Ukrainiens en fait se sont engagés dans la défense de leur pays et donc j'essaie de raconter ça. J'essaie de raconter cette conversion de fragilité en force qui permet à l'Ukraine de tenir depuis 2022, mais aussi depuis 2014. Voilà, et surtout, depuis 2014, ce qui est absolument important dans ton livre, dans ton petit livre, c'est que tu dresses ce portrait de l'Ukraine en évolution, c'est-à-dire à partir des années 2010, et donc le livre s'ouvre par un chapitre absolument émouvant. En tout cas, pour nous, les Ukrainiens, je pleurais presque en le lisant, puisque c'est un chapitre qui parle d'avant la guerre, c'est-à-dire de cette période où l'Ukraine n'était pas en guerre. Et oui, cette période existait. Tu expliques comment était ce pays. D'ailleurs, c'est le pays en fait dans lequel tu avais vécu pendant plusieurs années ici en Ukraine. Comment est-ce qu'on peut décrire ce point de départ qui se situe dans les années 2010, avant la révolution d'Euromaïdan, la révolution de la dignité? À quoi ressemblait la société ukrainienne? À quoi ressemblait l'économie ukrainienne, l'armée ukrainienne dans ces années que nous avons déjà oubliées, les dernières années de paix?
Oui, je pense que la guerre nous empêche un peu de revenir en arrière. Or, c'est absolument essentiel. On a surtout maintenant, voilà, les événements sont tellement forts et vitaux pour l'Ukraine qu'on a tendance à regarder plutôt le contemporain. Or, c'est extrêmement important de voir comment est-ce que la société ukrainienne en est arrivée là. Et alors, la première chose que je voulais faire, c'est, comme tu le disais, décrire la paix. Et en fait, c'est très compliqué de décrire la paix. Parce qu'en décrivant la paix, on tombe dans des banalités extrêmement vite. L'Ukraine était un pays qui était en paix et qui ne se posait même pas la question de cela, tout comme par exemple la France ne se pose pas la question aujourd'hui de ce que c'est que d'être en paix, de ce que ça implique en fait au quotidien. Et en fait, être en paix, par exemple, pour l'Ukraine, c'était à la fois, je dirais, se projeter dans une vie complètement ordinaire pour le meilleur et pour le pire, avec tout un tas de problèmes à résoudre, mais tout un tas de moments de douceur auxquels on ne pense même pas. Alors, c'est intéressant parce qu'en réalité, on a... à l'époque, je me rappelle, les Ukrainiens étaient extrêmement... bien évidemment, ne soulignaient pas qu'ils vivaient en paix puisqu'ils ne s'envisageaient pas autrement. Qu'ils ne comprenaient pas ce que la guerre était Ils possible. ne comprenaient pas ce que la guerre voulait dire. La dernière guerre sur le territoire de l'Ukraine, c'était la Seconde Guerre mondiale. Même si, bien évidemment, voilà, des Ukrainiens avaient participé à d'autres guerres au sein de l'armée soviétique, comme par exemple l'Afghanistan. Mais sur cette ère-là, la guerre était partie depuis très très longtemps. La guerre était vraiment un souvenir de livre d'histoire, même si voilà, ça avait quand même une grande importance. Et donc, les Ukrainiens, à l'époque, étaient... majoritairement, et je me rappelle très bien des conversations que nous avons eues à l'époque dans différents cadres, très critiques de leur pays, du gouvernement de leur pays qui était jugé, moi je suis arrivée à l'époque, qui a connu l'élection du président Yanukovych, qui sera renversé par la révolution du Maïdan, a donc description d'un pouvoir corrompu, d'élites qui suivent leurs propres intérêts, d'une société plutôt inactive, où des protestations, quand une protestation avait lieu, on avait l'impression que ça avait été organisé par tel ou tel clan du pouvoir. On parlait énormément des oligarques à ce moment-là. Bien évidemment, à l'époque, je ne m'intéressais pas du tout aux forces armées ukrainiennes, parce que de toute façon, il n'y avait pas d'objet. Mais c'est vrai que les forces armées, quand je m'y suis intéressée a posteriori, eh bien, étaient aussi en crise majeure. L'Ukraine avait, à la chute de l'Union soviétique, une armée nombreuse, un arsenal puissant, et notamment un arsenal nucléaire, que ça on le sait, qui avait été hérité de l'URSS. Et en fait, toutes les années qui ont suivi ont été des années de diminution, de démantèlement, de sous-financement, de dégradation des forces armées, d'armes qui rouillaient de plus en plus en fait dans leurs entrepôts, et également de pratiques corruptives et de pratiques de détournement. Et au fond, je dirais, les Ukrainiens y étaient absolument indifférents, parce qu'il n'y avait pas de perception de menace. Il n'y avait pas du tout l'impression qu'un jour, une guerre pourrait arriver. Oui, il n'y avait pas de sens. Je me rappelle aussi très bien ces années-là où une carrière militaire, ça voulait rien dire. Les militaires de carrière qui étaient évidemment présents en Ukraine, il avait une vie plutôt lamentable, parce qu'il était, non seulement il était dépourvu de sens, mais il était aussi financièrement pas intéressante, et donc c'est-à-dire il n'y avait pas cette identité à cette armée-là qui comprenait pas, c'était comme si un débris en fait de cette armée soviétique, et donc une stagnation, etc. Tu connais bien, je suis certaine que tu as connu à l'époque Irina Bekeshkina, notre sociologue, une des plus célèbres de l'Ukraine, et qui d'ailleurs décédée la veille de la grande invasion russe d'une maladie grave. Elle est décédée en 2021. Et je me rappelle très bien, comme elle expliquait, comme sociologue justement, que la veille de Euromaidan, c'est-à-dire durant l'été et même début de l'automne 2013, tous les sondages sociologiques ne prédisaient rien du tout. C'est-à-dire que le sentiment le plus répandu parmi les Ukrainiens ordinaires, c'était l'apathie, l'absence de motivation. Donc rien ne prédisait qu'une telle révolution serait possible dans 2 mois seulement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui échappait même cet instrument de sociologue qui pose des questions à Jean. Comment est-ce qu'on peut expliquer que tout de suite après, il y a cette vague des gens dans les rues. Ici, nous nous retrouvons à côté de la rue du Kreshetik. Je me rappelle très bien, il y avait 1 million de personnes qui marchaient dans la rue, donc c'est-à-dire 25% peut-être de la population de Kiev, donc c'est-à-dire énormément de gens. Et donc, mais comment est-ce que tu peux expliquer
je comprends que la question est difficile, mais comment est-ce qu'on peut expliquer que tout d'un coup, cette société très, très inerte, sous Yanukovych, s'est transformée en une société qui était capable de mouvement, d'un certain mouvement? Alors, bien évidemment, les travaux sur ce sujet restent à faire et ils seront d'un intérêt qui dépassera le cadre de l'Ukraine. Ce sera un intérêt sociologique majeur de comprendre justement comment une société qui se perçoit comme apathique et qui est décrite par l'extérieur comme apathique devient tout d'un coup mobilisée de différentes manières. Alors, les collègues ont commencé à le faire et je pense à un article qui a été publié par Alexandra Goujon, qui a été invitée dans ce podcast, et Yulia Shoukan, sur le protagonisme révolutionnaire, comment en fait l'expérience même de la révolution du Maïdan va déjà avoir un effet transformateur. Mais j'y ajouterai quelque chose, en fait, une hypothèse que je n'ai pas encore travaillée de manière professionnelle, c'est qu'en réalité, la société ukrainienne était très active dans le lien et dans l'entraide. C'est juste qu'on ne regardait pas au bon endroit. C'est-à-dire que bien évidemment, ce n'était pas forcément dans les partis politiques que l'engagement se faisait, ce n'est pas forcément dans des grandes ONG que l'engagement se faisait, mais qu'en revanche, des réseaux de confiance, des réseaux d'entraide et l'importance de s'entraider en fait dans des réseaux professionnels, amicaux, dans des réseaux de bienfaisance, dans des associations qui aidaient les uns les autres, c'était déjà là. C'était déjà là, et ce sont ces réseaux-là, d'après ce que j'observe, qui ont été activés en 2014, lorsqu'il s'est agi en fait de s'engager non seulement dans une mobilisation et une révolution, mais aussi dans la résistance à un ennemi qui était la Russie, qui annexait la Crimée et qui commençait à nourrir une guerre dans l'est du pays, parce que les gens se sont réunis là où ils étaient. Là où ils étaient avec des groupes auxquels ils faisaient confiance, des communautés professionnelles, des communautés de loisirs auxquelles ils faisaient confiance, des cercles de proches et de familles. Je dirais que tout le pays en fait a mobilisé ces micro-réseaux, et c'est d'abord via ces micro-réseaux que la résistance s'est faite. Et ces micro-réseaux, on a souvent tendance, nous en tant que chercheurs, à les négliger. Parce qu'on va regarder ce qui est plutôt grand, ce qui a plutôt un site internet, et ce qui est visible, ce qui proclame des slogans. Or, en fait, ce n'est pas du tout comme ça que les Ukrainiens ont été actifs. Et du coup, je me pose par exemple la question dans nos sociétés aussi. La comparaison avec la France est quelque chose qui m'intéresse toujours. Voilà, quand on écrit les Français comme de plus en plus individualistes, par exemple, alors même qu'ils sont engagés dans pas mal d'associations, si un jour une menace arrivait, où est-ce qu'on trouverait la force? Avec qui, en fait? Est-ce qu'on s'engagerait ou pas dans la résistance? Si, je pense que je pense que toute société, si elle est menacée de la sorte que la société ukrainienne est menacée, elle trouvera des forces nécessaires pour une résistance, parce que ce qui est en jeu, c'est l'existence même. Quand tu es menacé de mort, tu n'as tout simplement pas le choix que de te battre. Après, la question du rythme, comment on évolue, comment est-ce qu'on réagit, avec quelle vitesse qu'on réagit. Ce qui est particulier dans le cas ukrainien, ce que tu as d'ailleurs très brillamment décrit. Tu as dit que tu parles de cette force de faible, et tu as dit que justement même le défaut ukrainien, c'est-à-dire cette méfiance par rapport à l'État, qui était toujours là, qui était en quelque sorte en partie un héritage soviétique, c'est-à-dire l'héritage de Homo soviétique, c'est lui qui ne fait pas confiance dans son État. Mais après, évidemment, cette phase de sauvage des années 90 où les gens ne faisaient pas confiance à l'État parce que c'était le capitalisme sauvage, parce qu'il y avait la pauvreté, etc. Et que cette méfiance par rapport à l'État, elle a justement nourri les réseaux dont tu parles, les réseaux de solidarité qui sont hors d'État, et les gens ont commencé à s'organiser et prendre initiative, pas compter sur l'État-providence, mais être actifs eux-mêmes, et c'est ça qui a sauvé. Et donc, ce qui est particulier dans le cas ukrainien, c'est que les challenges, les défis venaient à chaque fois plus grands. C'est-à-dire qu'en 2013-2014, c'était un petit défi, relativement. Après, après en 2022, un défi encore plus grand. C'est-à-dire que la société a eu le temps pour cette pédagogie, en fait, n'est-ce pas? Donc, pour apprendre des choses. Donc, et puis, ajouter de l'échelle à des choses apprises en 2013. Oui, alors il y a deux éléments importants dans ce que tu dis. Le premier, c'est effectivement ce rapport à l'État. Et ça, c'est une chose à laquelle je réfléchis depuis 2014, parce que ce que j'ai entendu dans les entretiens que je faisais à l'époque avec des combattants, anciens combattants, militants des associatifs engagés dans les questions de défense, c'est cette certitude que l'État n'y arrivera pas.
que l'armée ne sera pas capable dans l'état dans lequel elle est à résister, que les forces armées ne seront pas capables d'approvisionner, d'aider, de secourir, de réhabiliter, etc. Et je dirais, ça aurait pu partir dans différentes directions, c'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre à ce que cette méfiance vis-à-vis de l'État et ce constat d'incapacité de l'État, eh bien, amène au rejet de l'État, par exemple, par les Ukrainiens. Or, en fait, ce qui s'est passé est complètement inverse, c'est-à-dire qu'il y avait bien évidemment cette certitude que l'État était fragile et qu'il n'y arriverait pas, mais en même temps, un attachement à l'intérêt général et un attachement à l'Ukraine qui faisait que les Ukrainiens ont dit, s'ils n'y arrivent pas, on va y arriver, nous, et on va se mettre au service de l'État. On va l'aider à apprendre. Et ça, ce mécanisme d'aide, aider l'État, en fait, à faire mieux ce qu'il fait plutôt mal, c'est quelque chose que j'observais à partir de 2014, mais que j'observe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, j'entends un peu un autre discours en disant, notre État a beaucoup appris, il s'est amélioré, mais il y a encore des choses à faire, et donc voilà, ils sont encore incapables, et tant qu'ils sont incapables, nous on sera là aux côtés de l'État pour le soutenir. Et par exemple, les organisations non gouvernementales, les mouvements associatifs qui s'étaient engagés dans la guerre, eh bien, ils se sont positionnés comme ceux qui allaient indiquer la direction à l'État, assez paradoxalement, c'est-à-dire mettre en place des bonnes pratiques, par exemple dans l'évacuation de blessés, dans la prise en charge de vétérans, dans l'approvisionnement de l'armée, dans tout un tas de choses. Et puis, petit à petit, en fait, il y a eu ça, c'est un mécanisme aussi qui est présent en Ukraine. Et je pense qu'on a un État qui, malgré tout, est assez réactif en Ukraine. L'État se réapproprie les bonnes pratiques qui ont été trouvées par la société civile. Et même, par exemple, aujourd'hui, nous parlons dans les bureaux de l'Ukraine Crisis Media Center. Cette organisation était exactement fondée pour les buts que tu décris, c'est-à-dire le 5 mars 2014, c'était une boîte, on va dire, une ONG qui était montée en 24 heures par plusieurs fondateurs, justement pour compléter la fonction de l'État. Au moment où Yanukovych avait quitté le pays, il n'y avait pas de communication officielle, c'était un État qui était en quelque part décapité, parce qu'il n'y avait pas on se posait beaucoup de questions, il y avait bien besoin d'un point où l'information officielle pourrait être, la parole officielle pourrait être dite aux citoyens et tout aussi bien à l'étranger. Parce qu'il y avait grande question, comment est-ce qu'on explique la situation à l'étranger. Et donc, à l'époque, c'était l'hôtel Ukraine, à côté, en fait, de ce lieu du massacre des protestants de Maïdan. Là, nous avons déménagé à quelques centaines de mètres dans la maison ukrainienne, mais c'était ça, c'est compléter les fonctions de l'État, l'apprendre à faire. Pendant des années, le porte-parole militaire se présentait dans ce bureau tous les jours à midi pour donner l'information officielle qui devait être donnée par le ministère de la Défense. Or, il se présentait dans une ONG, comme ça, pour raconter quel niveau de perte, quelle manœuvre, etc., etc. Pendant des années, ça a duré jusqu'à 2018 presque, donc pendant des années. C'est-à-dire que le rôle de la société civile, c'est pour confirmer ton idée, en fait, que le rôle de la société civile qui choisit ce service, de servir l'État, le renforcer, c'est un paradoxe qui était là. Comment peux-tu décrire, en fait, c'est l'orage. Donc, on aurait pu penser que ce sont des bombardements, on est au cœur du Kiev, mais là, comme il n'y a pas d'alerte, on peut imaginer que c'est un orage, mais ça fait réagir, c'est vrai. Donc, comment tu peux décrire cette période importante, dont on oublie souvent l'importance, entre 2014 et 2022, au niveau de l'évolution de la société, mais tout aussi bien de l'évolution de l'armée et des forces armées ukrainiennes que plusieurs observateurs, y compris observateurs internationaux, n'ont pas vu ces changements, peut-être pas très visibles, mais qui ont été décisifs en 2022. Alors, je vais commencer peut-être par une petite anecdote. J'ai essayé pour mes étudiants, pour une séance où on devait parler précisément des années de guerre dans le Donbass, de trouver une chronologie en ligne, qui soit une bonne chronologie. Alors, des chronologies, en fait, de la guerre russo-ukrainienne, il y en a énormément, et chaque média, en fait, produit la sienne. Mais toutes ces chronologies ont un trou béant. C'est-à-dire que ça va être assez détaillé jusqu'aux accords de Minsk II en février 2015. Et puis après, il y a un trou quasiment jusqu'en 2022. Comme si, en fait, il ne se passait rien en Ukraine.
Parfois, on note 2019, l'élection de Zelensky, des éléments législatifs, mais à mon avis, on manque l'essentiel parce que pour moi, l'Ukraine telle qu'elle se défend aujourd'hui, en fait, s'est construite précisément entre 2014 et 2022. Parce que la guerre était toujours en cours, et je pense qu'en Ukraine, on en avait vraiment conscience, alors que nous, on avait oublié. Nous, à l'Ouest, on l'avait oublié vu que l'intensité des combats était nettement moindre. Donc ces années ont été des années de réforme et de transformation, à la fois de la société et des forces armées. Et pour moi, en fait, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que l'armée s'est réformée considérablement dans ces années-là. Elle s'est professionnalisée. On a les conditions de service militaire, d'engagement dans l'armée que tu avais décrites comme étant plutôt dégradantes et pas intéressantes avant 2013-2014. C'était progressivement amélioré. L'armée a voulu s'aligner également sur les normes OTAN, donc il y a eu énormément de réformes impulsées. Et puis en fait, il y a eu ce travail qui a été fait par la société civile. Un travail fait par la société civile, pour rendre l'armée sensible à un certain nombre de préoccupations qui étaient celles de la société. Par exemple, des préoccupations de dignité, où il y a eu des ONG qui se sont investies dans la promotion d'une meilleure alimentation pour l'armée, d'un meilleur équipement pour l'armée. Par exemple, la question du secours sur le front, et du premier secours sur le front, et de sa qualité surtout, a été posée par les ONG et reprise ensuite par l'armée ukrainienne. L'armée s'est aussi féminisée. Oui, l'uniforme pour les femmes. Ouais. Voilà, la question de l'uniforme féminin qui est restée, qui pose toujours un petit peu question en Ukraine, se posait déjà à ce moment-là. Mais surtout, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les femmes ont été admises officiellement à des positions combattantes. Ce qui n'était pas le cas dans la législation ukrainienne d'avant, qui avait été héritée de l'époque soviétique. Et puis, en fait, ça, c'est juste des exemples. Il y a plein d'éléments que je peux citer. Mais ce qui est très intéressant pour moi, c'est que beaucoup d'activistes de la société civile ont rejoint le ministère de la Défense, ou le ministère aux Affaires et Vétérans, ou les forces armées. Et donc, en fait, ont apporté avec eux des préoccupations qui étaient celles de la société. Alors parfois ça n'a pas duré, parfois ça a duré, parfois ça n'a pas duré. Pour certains activistes, au bout de 6 mois, il y a eu un clash, d'autres en sont partis au bout d'1 an et demi parce qu'ils trouvaient que ça avançait pas assez vite. Et pour moi, en fait, ça a été un moment, je pense qu'on aura à le réétudier, vraiment d'acculturation réciproque et de création d'une relation entre le monde civil et le monde militaire qui a été qui déjà été très solide. C'est-à-dire que la compréhension mutuelle par l'armée des enjeux de la société et par la société des enjeux de l'armée, s'est construite à ce moment-là. Et elle a été absolument cruciale en 2022 pour la résistance. Oui. Et aussi, il y a des chiffres de ceux qui ont été mobilisés ou ceux qui sont partis combattre d'une manière ou d'une autre. Tu décris ce modèle qui m'a fait sourire presque, en fait, dans ton livre, combattre le combattant du week-end, c'est ça? Quelqu'un qui a un emploi régulier à Kiev ou dans une autre ville et après qui se déplace pour une courte mission de quelques jours à l'Est pour combattre. Donc, c'est-à-dire que quel était le nombre déjà de ces 250 000 Alors, en fait, à la veille de l'invasion russe de février 2022, il y avait plus de 400 000 personnes en Ukraine qui avaient le statut de vétéran de la guerre dans le Donbass, quel que soit le nom qui lui a été donné en Ukraine. Tous n'ont pas combattu forcément. Le statut de vétéran peut correspondre à des choses différentes. Il y a eu même des accusations un peu de détournement de ce statut au vu des avantages. Mais en tout cas, ça donne un ordre d'idée, sachant que si en 2014-2015, il s'agit effectivement de gens qui peuvent partir combattre sans avoir aucune expérience et sans être du tout des professionnels et sans d'ailleurs prendre les armes pour des durées longues, progressivement, en fait, la professionnalisation de l'armée est aussi une professionnalisation de la conduite de la guerre sur le front. Ce sont de plus en plus des militaires sous contrat et des militaires de mieux en mieux formés qui exercent dans la guerre dans le Donbass. Il y avait aussi ce phénomène de bataillon volontaire qui était là sur place dans les années 2015-2016. Après, il était intégré d'une manière presque totale, on va dire, dans l'armée régulière. Mais il y avait, on se rappelle, tout le monde connaît évidemment le bataillon Azov, mais il y avait aussi Haïdar, il y avait aussi d'autres bataillons qui existaient et qui proposaient cette alternative, mais qui combattaient, qui avaient cette expérience de guerre réelle. Et donc, évidemment, après la grande invasion russe, le nombre de ceux
qui ont touché directement par la guerre, qui sont dans les tranchées, les 3 fois plus grands. Il faut multiplier ça par les membres de leur famille pour savoir à peu près quel pourcentage de la société est touché par la guerre. Et aujourd'hui, on arrive à des chiffres de 90% sans doute de ceux qui ont déjà cette expérience très directe. Je me rappelle ce sondage qui date déjà peut-être d'une année, qui dit que 85% des Ukrainiens ont déjà quelqu'un qui est perdu dans leur cercle proche, soit familial, soit amical, qui soit mort, tué ou blessé dans cette guerre. C'est-à-dire que toute la société est dedans. Et pourtant, voilà, ces années où justement plusieurs choses n'étaient pas vues par les observateurs internationaux, voilà, donc on parlait toujours de l'Ukraine faible. Donc pendant ce format Normandie, les négociations de Minsk, on avait toujours l'impression que l'Ukraine était sur la défensive et que comment tu peux expliquer que justement que la veille de l'invasion, je me rappelle très bien les longs mois de l'année 2021, tout le monde parlait de l'invasion et très peu de gens croyaient très peu de gens déjà croyaient que cette invasion aurait pu avoir lieu et encore moins de gens croyaient qu'on puisse tenir. Oui, alors c'est vrai que il y a des œillères. Les gens regardent un certain nombre de choses, les experts regardent un certain nombre de choses et en négligent d'autres. Je pense aussi que côté russe, moi l'une de mes grandes surprises face à cette invasion était mais comment est-ce que la Russie en fait avait pu ne pas anticiper la résistance ukrainienne? Parce que pour moi, qui allait régulièrement en Ukraine et qui faisait ses recherches, à partir d'objets et d'entretiens pas du tout secrets, l'orage gronde au-dessus de nous, c'était évident. C'était évident en fait que les capacités de cette armée n'étaient pas les mêmes, que les capacités de cet État n'étaient pas les mêmes, et que par ailleurs en fait la certitude que la Russie était hostile et que l'Ukraine allait se défendre, elle était perceptible absolument partout. Il n'y avait pas besoin d'être un espion pour le savoir. Et manifestement en fait la Russie a été très aveugle à ça. Mais c'est vrai que, voilà, sachant tout ça, je pense que les Ukrainiens ne s'attendaient pas non plus justement à une invasion à grande échelle parce que ils savaient très bien que l'armée russe n'avancerait pas sur le territoire ou avancerait avec des pertes considérables. Mais moi, ce qui m'a en fait frappée et ce qui montre bien la transformation de cette société entre 2014 et 2022, c'est qu'au moment où l'invasion à grande échelle intervient, il faut très peu de temps aux Ukrainiens pour comprendre comment réagir et quoi faire. C'est un choc. C'est un choc pour la plupart des gens, même si un certain nombre de personnes s'y préparaient, mais pour l'essentiel des Ukrainiens, je pose toujours la question en fait au cours de mes entretiens, ils décrivent un choc immense. Et 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Et ce qu'ils ont à faire est en fait, c'est pas fuir. Et j'ai interrogé très peu de gens en fait qui se disaient il faut qu'on se sauve. C'est quel est mon rôle en fait, quel est mon rôle? Et par exemple pour ceux qui ont quitté le pays, leur rôle c'était de protéger les plus faibles, d'accompagner les enfants, les personnes âgées, de les mettre à l'abri, ne pouvant pas anticiper jusqu'où la Russie pourrait aller. Pour d'autres, ça a été d'autres manières de s'engager, chacun à sa place. Mais en fait, si tout ça s'est mis en place très vite, c'est parce que les réseaux étaient déjà là, c'est parce que le savoir-faire était déjà là, et que l'Ukraine était en guerre depuis 2014. Oui, parce que toutes ces expériences de la société étaient déjà là. Et donc, tu parles beaucoup dans ton livre de cette recherche du rôle, de mon rôle dans cette guerre. Quel est mon rôle? Ce n'est pas forcément un rôle d'un soldat, ça peut être autre chose. Et même, on peut dire, dans certains marchés. Aujourd'hui, tu décris aussi dans l'avant-dernier chapitre, en fait, les publicités militaires à Kiev qui te disent toi, tu n'as pas choisi cette guerre, mais tu peux choisir ta place dans cette guerre. C'est Azov, je crois. Non, ça, c'était le centre de recruiting de l'armée ukrainienne. C'est officiel, donc c'est la communication officielle. Voilà. Donc, on n'a pas choisi cette guerre, mais ça n'empêche qu'on va continuer à chercher notre place à l'intérieur de cette guerre, sans pour autant que tout le monde devient un guerrier, ou tout le monde met l'uniforme militaire, etc., etc. On parle de faible, et donc on est en 2025. On n'est plus en 2022. Et donc, c'est ce grand élan de la solidarité et de la résistance, il est en quelque sorte aussi
derrière nous, c'est-à-dire que les grandes victoires ukrainiennes qu'il était de tenir fort, c'est-à-dire de protéger la capitale, de faire les Russes partir de la région de Kiev, Tchernigiv, Soumy, ensuite de libérer Kherson, de libérer la région de Kharkiv, c'est un peu derrière nous. Après, il y a une autre faiblesse qui arrive. Tu n'en parles pas beaucoup dans ton livre, mais j'aimerais quand même te poser les questions parce que tu observes l'évolution de la société ukrainienne. C'est notre faiblesse de l'usure, d'une certaine fatigue, d'une certaine banalisation de la guerre qui est là. Quelle serait ton analyse de l'état actuel de la société ukrainienne aujourd'hui ? Alors, je pense que nous avons une société qui est tout aussi engagée dans la guerre qu'elle l'était en février 2022. Alors ça, pour moi, ça n'a pas changé. Ce qui n'a pas changé, par exemple, dans tous les échanges que je peux avoir et les enquêtes que je fais, c'est le sens donné à cette guerre. La guerre ne perd pas son sens. C'est-à-dire qu'on n'a pas, comme dans un certain nombre de conflits armés, cette idée de on ne sait plus pourquoi on se bat. Les Ukrainiens savent tous, en fait, pourquoi leur pays se bat. Alors, bien évidemment, physiquement, logistiquement, économiquement et militairement, beaucoup de choses sont très compliquées. Et ce que je trouve très intéressant aujourd'hui dans la société ukrainienne, c'est que très souvent on entend ça ne marche pas, voilà, il y a un défaut de ce côté-là, et immédiatement après, il n'y a pas un point à la fin de cette phrase. Après ça marche pas, il y a une virgule, et les Ukrainiens disent il faut qu'on trouve un autre moyen. Et donc, en fait, c'est un pays qui est en permanence, et c'est le cas dans les forces armées, c'est le cas dans la société, quand quelque chose est insuffisant, quand quelque chose ne suffit pas, il va y avoir immédiatement une recherche de la manière de faire autrement. Et c'est cette innovation que l'on décrit dans plusieurs domaines. Par exemple, dans le domaine militaire, c'est évident, hein, cette innovation dans le domaine du drone que tout le monde décrit. Mais je pense qu'on le voit aussi voilà, dans d'autres dimensions. Par exemple, dans le recrutement dans l'armée. Ça, c'est aussi une question qui m'intéresse énormément. On a une armée aujourd'hui qui est extrêmement innovante. Alors, bien évidemment, les solutions qu'elle met en place pour informer les gens, pour attirer, pour créer des bonnes conditions, voilà, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais je pense que c'est ça qui est caractéristique de la société ukrainienne. C'est cette capacité permanente de se réinventer et de s'adapter. Et je pense que c'est là aussi on a une faiblesse continue et qui continue à être une force. Et c'est aussi pour ça que pour moi l'Ukraine, elle est toujours là où on l'attend pas. C'est-à-dire que quand on m'interroge par exemple souvent sur comment pensez-vous l'évolution des événements, certains vont dire voilà, c'est quasiment terminé, c'est quasiment plié, etc. Moi je suis toujours, j'ose pas toujours le dire, mais moi j'ai la conviction de par les enquêtes de terrain que je fais que l'Ukraine va encore nous surprendre le monde entier plusieurs fois. Parce que c'est comme ça que cette société fonctionne. Elle fonctionne aujourd'hui pas du fait du haut niveau d'éducation de sa population, du fait de cette expérience de la guerre et du sens que la guerre continue à avoir. Elle va aller dans des directions qu'on n'anticipe pas encore. Voilà, et ajouter que l'image dans les médias, elle est souvent pas proportionnelle à la réalité, parce que ce qui est dans les médias, c'est souvent les scandales, les choses qui vont pas. Et donc cette ouverture, d'ailleurs, cette parole libre qui existe, et cette critique libre qui existe à l'intérieur de l'Ukraine, tu parles dans un moment dans ton livre qu'en France, on qualifie l'armée de la grande muette, alors que en Ukraine, c'est la grande bavarde, parce que l'armée aujourd'hui, c'est une armée du civil. Presque totalité de gens qui sont dans l'armée, ce sont les civils, parce que malheureusement, il y avait des pertes, etc. Et donc, civils sont présents, et ce sont des gens qui ont une mentalité de civil et qui n'ont pas perdu des réflexes démocratiques. Et donc, c'est une structure, malgré toute la verticalité qui est propre à l'idée même de l'armée, c'est quand même assez horizontal, parce que c'est une guerre très transparente, grâce à des médias, grâce à des chaînes, des réseaux sociaux, et c'est-à-dire on peut en parler de n'importe quel problème d'une manière ouverte, et ça rentre dans les médias tout de suite avec une vague de critiques, mais ça aide aussi, comme tu viens de dire, ça aide à améliorer parfois des situations, parce que d'attirer l'attention sur le fait que quelque chose qui ne va pas, comme par exemple les idées de permission, de congés, l'uniforme pour les femmes, la nourriture pour les végans, c'est ça que tu décris aussi dans ton livre, la nourriture pour les végans, c'est les gens qui ne mangent pas de la viande, etc., etc. Donc c'est-à-dire que c'est une société avec énormément de faiblesses, avec
énormément de gens qui sont mécontents de ceci ou de cela, et donc, mais qui fait en fait la force, parce que quand il y a un mécontentement, il y a une réaction tôt ou tard, et donc il y a une amélioration de cela. La dernière question, sans doute, serait intéressante voilà, tu parles beaucoup de la force de faible, mais on devrait aussi parler de la faiblesse de fort. Et peut-être c'est un sujet pour ton livre suivant, puisque tu as évoqué en fait la grande faiblesse de l'armée russe quand ils entraient en Ukraine avec cette grande invasion en février 2022. Il était convaincu qu'il irait librement jusqu'à Kiev. Grand point d'interrogation. Pourquoi? Il y a plusieurs hypothèses. Une des hypothèses était qu'en fait, que l'argent qui était dépensé, qui était donné pour la propagande, etc., qu'il était, à cause de la corruption, il est disparu plutôt dans les poches de Medvedchuk et autres que dans les campagnes d'information nécessaires. Et donc, ça nous a quelque part sauvés. Mais du point de vue même philosophique, c'est intéressant de voir que nous entrons dans une autre époque. C'est-à-dire, il y a par exemple le livre de Nicolas Tanzer sur, voilà, une des idées qu'il développe, c'est que en fait, nous entrons dans une ère où les nations d'une taille moyenne vont changer beaucoup plus de choses que les anciennes grandes puissances. C'est-à-dire que le temps des empires est révolu. Et quelle serait ta réflexion là-dessus? Parce que, évidemment, l'histoire n'est pas terminée. Nous ne savons pas, ni toi ni moi, personne ne sait comment est-ce que cette guerre va se terminer. Mais nous avons quand même ce pressentiment-là que nous verrons l'effondrement en fait de cette surpuissance russe, en tout cas qui ne sortira pas de cette guerre plus forte, elle sortira de toute manière de cette guerre plus faible. Je vais peut-être pas oser te répondre. Mais je vais quand même partager avec toi une observation que je trouve très intéressante. Enfin, même si elle n'est pas complètement... voilà, elle n'est pas confirmée parce que, bien évidemment, les enquêtes de terrain que je peux faire très librement en Ukraine, je ne peux plus du tout les faire en Russie. Hein, donc, on a une vision asymétrique et partielle de ce qui se passe en Russie. Mais lorsque l'armée ukrainienne a commencé son incursion dans la région russe de Koursk, hein, tu te rappelles de ça, donc l'offensive ukrainienne sur le territoire russe. À ce moment-là, je me suis dit, il faut que tu observes ce qui se passe dans ces régions, parce que j'avais bien évidemment en tête l'Ukraine en 2014, lorsque l'armée russe arrive et nourrit les mouvements séparatistes locaux, ou crée des mouvements séparatistes locaux selon les endroits. En fait, il y a ce que tu as mentionné précédemment, ces bataillons composés de civils qui se mettent en place dans un premier temps pour de l'autodéfense. C'est-à-dire que les gens cherchent, et ça je l'ai observé plusieurs fois dans des entretiens, se disent, voilà, il y a une menace sur mon village, sur ma ville, on va chercher à prendre les armes et on va chercher à défendre nos terres. Je me suis posé la question immédiatement lorsque l'offensive ukrainienne a commencé dans la région de Koursk, que vont faire les Russes face à une situation finalement relativement similaire, c'est-à-dire qu'on a l'armée du voisin étranger qui arrive sur votre territoire. Je me suis abonnée tout de suite aux chaînes Telegram locales qui avant faisaient les annonces de la foire, de la foire, des fêtes de la ville, etc., pour voir s'il y avait quelque chose qui se passait là. C'était la seule chose que je pouvais faire. Et en réalité, maintenant nous en avons la quasi-certitude, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que la population civile n'a pas bougé d'un iota, sauf pour mettre en place des initiatives d'évacuation de personnes, voilà, des bus, peut-être un petit peu de ravitaillement humanitaire, mais absolument rien pour la défense de leurs terres. Mmh. Et donc, je me suis posé la question pourquoi. Et là-dedans, à mon avis, il y a quelque chose à chercher du côté de la force et de la faiblesse, et notamment de la perception de l'État fort et de l'État faible. Les Ukrainiens, en 2014, se disent « Notre État ne viendra pas nous défendre, c'est à nous de défendre notre terre ». Les Russes, à ce moment-là, c'était 2023. C'était 2024. 2024. C'était août 2024. Voilà, août 2024, se disent on attend que notre armée arrive. Donc il y a à la fois la perception que l'État est suffisamment fort pour les protéger, mais il y a aussi cette peur. Il y a cette peur de l'auto-organisation qui n'a jamais été là en Ukraine. Les Ukrainiens se disaient bien que certes, ce serait peut-être pas un peu problématique qu'ils prennent les armes, mais c'est pas grave, ils les prenaient quand même. Et donc là, cette idée de faiblesse comme libérant l'initiative
et de force, comme freinant toute initiative des groupes sociaux, de la société civile et des individus, est très intéressante en fait en comparaison. Donc quand on observera en fait la manière dont voilà, l'état dans lequel la Russie sortira de cette guerre, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. L'État russe est en train de procéder à une archaïsation en fait de la conduite de la guerre et de ses forces armées, à une construction d'un rapport à la population qui dénote plus de la faiblesse que de la force. Mais je pense que voilà, comparé au niveau des sociétés et de ce que ça fera aux sociétés sera également important. Hein. Nous devons en fait faire cette comparaison. Et cette grandeur recherchée par l'État, en fait, ça démontre, c'est impossible sans la grandeur des citoyens. Et ultime ironie, c'est que l'armée russe a dû employer beaucoup de militaires du Corée du Nord, exactement dans cette région de Koursk, parce que même cette armée russe manquait un peu parce qu'ils avaient d'autres priorités, parce qu'il y avait Donbass, il y avait d'autres régions où il fallait tenir le front. Et donc, aller jusqu'à même employer la force militaire étrangère pour défendre justement ces villages à côté de Soudja et donc faire cette contre-offensive qui d'ailleurs, disons aussi que les forces russes ont reconquis en fait la grande partie de ces territoires où il y avait l'incursion ukrainienne en août 2024, même si la présence de l'armée ukrainienne est encore là. Merci beaucoup Anna pour cet entretien. Félicitations pour ce livre, La force de faible. Merci à toi. Édition Le Seuil, et merci pour toutes les recherches que tu mènes sur l'Ukraine en essayant d'expliquer justement, de rendre compréhensible en fait le combat qui se joue ici en Ukraine. Merci beaucoup. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Anne Colin-Lebedev, chercheuse, maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre. Anna vient de publier son nouveau ouvrage, L'Ukraine, la force de faible. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.